Retrouvez tout de suite une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche vendredi 19 décembre 2025 avec Clémentine Stuno-Moncé, docteure en histoire médiévale à l'université de Toulouse-Jean Jaurès et spécialiste des métiers de bouche et alimentaire à Toulouse à l'époque médiévale. Elle y présentait son ouvrage publié aux Presses universitaires de France intitulé « À la table du Moyen-Âge » qui présente la nourriture consommée à Toulouse dans les derniers siècles du Moyen-Âge à travers ses enjeux sociaux, économiques et politiques. La discussion était menée par Jacques Rochefort. Bonne écoute. Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à ce rendez-vous pour cette soirée où nous recevons Clémentine Stuno-Moncé autour de son ouvrage édité aux Presses universitaires de France, « À table au Moyen-Âge ». Ça tombe bien, ça va être la période des fêtes. Donc la question de la table est quelque chose de très important. Mais ce qui est tout aussi important, c'est que ce livre nous parle de Toulouse. Alors, Clémentine, vous êtes agrégée d'histoire, docteur en histoire médiévale à l'université de Toulouse et vous enseignez dans la bonne ville de Castres. Alors, si je parle de cet ouvrage, on pourrait commencer par « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Et effectivement, cet ouvrage évoque l'alimentation dans la Toulouse médiévale. Alors, à la fois nourriture-plaisir, mais aussi nourriture-besoin vital. Vous montrez aussi dans cet ouvrage que c'est le reflet, l'alimentation est le reflet des hiérarchies. Les élites urbaines, par exemple, mangent diverses viandes, rôties en plus, alors que le bouilli ressort plus de l'alimentation quotidienne, par exemple. On y reviendra. Mais manger, c'est aussi une affaire politique. Et il y va de la légitimité des capitouls, lesquels doivent aussi garantir l'approvisionnement de la ville, la qualité, les prix, la production, les dons aux pauvres et aux pestiférés, qui assurent quelque part la domination des capitouls. C'est aussi prendre des sanctions à certaines périodes contre les fraudeurs, les amendes et les taxes qui vont alimenter les finances locales. C'est aussi des banquets luxueux. Et donc, à travers cet ouvrage, on a en quelque sorte un tableau du quotidien médiéval dans la ville de Toulouse. Alors, pour commencer cette conversation autour de cet ouvrage, peut-être, je dirais, qu'est-ce qui vous a poussé, si je puis dire, à travailler sur cette thématique et comment, je dirais, à partir de quoi avez-vous travaillé ? Alors, merci pour cette introduction. Moi, en fait, j'ai passé une grande partie de ma vie à Toulouse, que j'ai parcouru énormément quand j'étais lycéenne. Dès que j'avais une heure où j'avais pas de travail dans mon emploi du temps, je sortais et puis je me promenais dans les rues de Toulouse et je regardais les noms qui avaient les noms anciens, rue du Pois de l'Huile, par exemple. Et quand j'étais en master, on nous a fait un cours sur les métiers dans la ville et je me suis dit, oui, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir comprendre comment la ville fonctionnait. Finalement, je vais parcourir les rues avec tous ces artisans, voir comment la ville est approvisionnée et vraiment comprendre de l'intérieur la vie quotidienne de ces personnes. Et j'ai voulu commencer par travailler sur d'abord les métiers de bouche
en eux-mêmes pour voir comment ils étaient localisés. Alors j'ai adoré faire des cartes parce que je regardais le plan actuel de la ville et je me disais tiens, cette rue-là, elle n'a pas du tout changé. C'est vraiment, on la retrouve dans son jus quand on regarde aussi les plans du XVIIe siècle. Elle est toujours là. Tiens, là au contraire, à quoi ça pouvait bien correspondre cette rue. Donc j'étais vraiment dans quelque chose qui était extrêmement concret et qui me parlait beaucoup. Donc j'ai travaillé pour resituer par exemple ces artisans sur des sources fiscales. Donc on appelle les registres d'estime qui servent à faire l'assiette de l'impôt royal qu'on appelle la taille. Et donc ça me permettait d'avoir cette impression que j'allais pouvoir rentrer un petit peu dans les maisons des artisans. Tiens, lui il a une maison à tel endroit, il en a une autre à tel autre. Puis après on a les inventaires après décès qu'on trouve chez les notaires. Donc là on rentre vraiment à l'intérieur de ces maisons, on va les parcourir pièce après pièce et on va voir dans telle pièce, il y a tel mobilier, il y a telle vaisselle, il y a tel vêtement, etc. Et donc j'avais cette impression d'être un petit peu presque une voyeuse finalement de cette vie quotidienne des gens du Moyen-Âge. Et ma directrice de thèse, Sophie Brouquet, était très sensible également au fait qu'on travaille sur de l'humain quand on travaille sur de l'histoire, et que ce qui est important, c'est vraiment ces gens, comment est-ce qu'ils vivaient, pourquoi est-ce qu'ils vivaient comme ça, et donc, pour moi, la ville, c'est ça, c'est d'abord sa population, c'est son bâti également, et puis voir un petit peu comment l'un influe sur l'autre. Alors justement, on est à Toulouse, donc au Moyen-Âge, vous allez préciser les périodes, la période que vous avez étudiée, c'est une ville importante. Oui, elle fait partie des plus grandes villes du royaume. On la classe parmi la 4e ville du royaume. Elle a 35 000 habitants en 1335. Donc au moment où on a le chiffre le plus élevé, parce qu'après on a la période de la peste noire, de toutes les épidémies où cette population va décroître un petit à petit avant de remonter vers la fin du XVe siècle et surtout au début du XVIe siècle. Et donc c'est une ville qui est aussi importante politiquement pour la couronne royale. Moi j'ai étudié une période qui va en gros du milieu du XIIe siècle jusqu'au premier tiers du XVIe siècle. Et on la voit changer complètement politiquement. Dans un premier temps, elle est gouvernée plutôt de loin, on va dire, par les comtes de Toulouse qui sont représentés sur place par un viguier. Et puis, on a un consulat qui commence à prendre de plus en plus d'importance dans les décisions jusqu'à, au bout d'un moment, les assumer seul, sans l'aval du comte ou de son représentant. Et ce mouvement, il est cassé à partir du moment où la ville subit la croisade albigeoise et est ensuite rattachée au domaine royal. Et à partir de là, on a le roi qui va l'utiliser vraiment comme une ville importante pour lui. Par exemple, pendant la guerre de Cent Ans, ça va lui servir de base arrière pour certaines opérations. Et puis, c'est une ville qui fournit énormément d'impôts aussi à la couronne, ce qui fait qu'on a, dans les sources toulousaines, des moments où on voit la négociation entre le roi et la municipalité, justement pour que la ville verse des impôts à certains moments ou des subsides exceptionnels. Et on le voit à travers l'alimentation. Et ça a été un petit peu ma grande surprise quand j'ai étudié les sources sur lesquelles je travaille, c'est-à-dire des comptes de repas qui sont faits aux frais de la municipalité et pour lequel le trésorier municipal doit marquer à chaque fois quelle était l'occasion à laquelle le repas a été fait, et puis ensuite quels ont été tous les aliments qui ont été achetés, leur coût, éventuellement les quantités, les plats auxquels ils étaient destinés, etc. Et on a des repas très classiques où on voit des grands banquets municipaux qui ont lieu tous les ans. Mais parmi eux se cachent en fait des repas où on voit que les capitouls ont été arrêtés sur ordre du commissaire royal qui est venu exprès pour réclamer des impôts à la ville. Et donc on voit qu'il y a un bras de fer qui se joue comme ça entre le roi et la municipalité. Et puis là, on mange moins bien. Alors ça va dépendre des moments. Période. Ça dépend des moments. On a plusieurs cas de figure en fait quand les consuls ne résistent pas trop, on va dire. On leur demande de se réunir, le commissaire royal leur demande de se réunir à certains moments dans la maison commune, ils n'y sont pas enfermés en permanence, et ils font des espèces de réunions de travail où là on a une alimentation qui pourrait être plus proche de leur alimentation quotidienne que ce qu'on a avec les banquets.
Et à côté de ça, on a des moments au contraire où ils résistent d'une certaine manière. Et donc là, ils sont vraiment enfermés pendant plusieurs semaines d'affilée. Ils ne peuvent plus sortir de la maison commune. Et là, on réduit leur alimentation à la base, c'est-à-dire du pain, du vin, éventuellement un ragoût à base de saucisses, de fèves, de bœuf, de mouton, et puis quelques fruits dans certains cas, mais c'est tout. Et ça peut durer comme ça pendant 2 mois et demi jusqu'à ce qu'ils cèdent. Et au moment où ils cèdent, on voit qu'il y a un repas d'un coup qui nous refait penser à nouveau à un repas de banquet, parce que le roi les remercie. C'est un peu le moment où il va dire « ça y est, enfin vous avez obtempéré, donc vous avez le droit à nouveau à une alimentation élitaire dont je vous avais privé pendant toutes ces semaines. » Donc on voit que l'alimentation, c'est une affaire politique. Exactement. Très très politique. Et est-ce qu'il y a beaucoup de conflits dans ce cadre-là ? Alors, est-ce que vous en avez relevé beaucoup ? J'en ai relevé, on va dire, une petite dizaine, avec un qui a été vraiment très fort, celui dont je vous parlais, là, qui a lieu en 1464. Mais souvent, on a la prison ferme ne va pas durer très très longtemps. Ça va être l'affaire de 3 semaines. Là, en 1464, c'est vraiment pendant plus d'1 mois et demi où on est vraiment dans ce bras de fer très fort. Mais il faut dire aussi qu'en 1464, on a des circonstances, on pourrait dire, un petit peu atténuantes pour la ville, parce que l'année d'avant, 1463, c'est celle du grand incendie qui a ravagé les 3/4 de la cité. Et la ville a été exemptée normalement de la taille à la suite de cet événement. Sauf qu'en 1464, l'année d'après, le roi demande un impôt exceptionnel pour remplacer celui qui n'a pas pris avec la taille, et également impose des taxes sur la vente de viande, par exemple. Et les capitouls disent non, là, la ville est vraiment complètement ruinée, on ne peut pas payer. Et là, le bras de fer a été beaucoup plus dur, et finalement, le roi l'a emporté. D'accord. Alors, on se situe géographiquement dans Toulouse à ce moment-là. C'est quoi ? C'est de la Garonne à Saint-Cernin, en quelque sorte, et jusqu'au château Narbonnais de l'autre côté, ou c'est plus petit, c'est plus grand, comment ? Alors en englobant aussi Saint-Cyprien, on a le faubourg Saint-Cyprien qui est compris dedans. Ça va en effet après du Bazacle jusqu'en gros Saint-Cernin et de l'autre côté la place du Salin, donc le château Narbonnais, oui. Ça c'est la Toulouse intramuros d'une certaine manière. Tout à fait, puisqu'après autour ce sont des maraîchers en quelque sorte, ce sont des champs. On a quelques faubourgs qui commencent à être construits et on a des opérations de lotissement qui vont se produire tout au long de la période que j'étudie. Mais c'est vrai que le bâti est beaucoup moins dense quand on est par exemple du côté de Saint-Cernin ou de Saint-Cyprien déjà intramuros, et puis encore plus quand on sort des remparts. Alors pour les capitouls, ça veut dire à partir du moment où ils gèrent cette ville, c'est d'une part réglementé en quelque sorte, et c'est aussi réglementé toute une série de métiers. Et je renvoie d'ailleurs dans cet ouvrage à un glossaire qui nous fait, voir en quelque sorte les différents métiers pour ce que l'on appellerait aujourd'hui une même profession. Je pense aux maseliers, par exemple, vous allez nous expliquer, mais il y a aussi, autour du pain aussi, les fougassiers, par exemple, et toute une série de professions qui sont organisées, en quelque sorte, on est organisé par métier. Et ça, vous l'avez très bien montré dans cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez le préciser ? Oui, bien sûr. Donc à Toulouse, on a une spécificité, c'est vraiment cet éclatement à l'intérieur ce que j'appelle les métiers du pain et les métiers de la viande. On a une organisation qui est assez précoce à partir du XIIe siècle. Pour ce qui est de la viande, on voit apparaître, alors à cette époque-là, on parle de maseliers seulement,
des personnes qui sont chargées de la vente et de la découpe de la viande de bœuf, de mouton, de porc et de veau, donc ils sont déjà spécialisés là-dedans. Et puis petit à petit, dans les sources à partir du XIVe siècle, on voit apparaître aussi, et même au XIIIe siècle, des tripiers. Et donc au XIVe siècle, on va avoir des agneliers, on va avoir ce qu'on appelle aussi des chevrotiers, donc avec des viandes qui sont considérées comme de qualité un peu inférieure, parce qu'il s'agit cette fois-ci de viande de bouc par exemple, ou de viande femelle comme les truies, les brebis, ou encore les viandes de porc ladres. En fait, c'est des porcs qui sont porteurs du ténia. Mais à l'époque, les pustules qu'ils ont font penser aux bubons des pestiférés. Et on pense qu'ils seraient peut-être porteurs de la lèpre, mais d'une lèpre qui ne serait pas forcément contagieuse pour tout le monde. Quand on a un estomac un petit peu raffiné, qu'on a un capitoul, un membre de l'élite urbaine, on va pas aller manger ce genre de viande parce qu'on se dit on va pas bien la digérer. Mais par contre, quand on est un ouvrier, quelqu'un qui est plus, on va dire, rustre, vu du point de vue justement des élites, l'estomac qu'on a sera plus apte à digérer ce genre de viande. Elle n'est pas dangereuse, donc du moment que le consommateur est prévenu, et que les maseliers n'ont pas le droit du tout d'en vendre sur leur étal, ça passe. Donc on a des contrôles qui sont faits de la part de languilleurs, donc c'est vraiment des spécialistes qui vont vérifier ces pustules à la fois sur la langue des cochons et puis sur la viande, et qui disent c'est bon, on peut la vendre sur l'étal du maselier ou pas. Par contre, si jamais la viande était vraiment considérée comme corrompue, c'est-à-dire là pour le coup pourrie, on n'a pas du tout le droit de la vendre, heureusement, et elle va être brûlée, donc avec cette idée un petit peu d'essayer de purifier derrière la ville de cette souillure. Donc ça, c'est pour les métiers de la viande. Et dans le cadre des métiers du pain, on a une séparation d'abord dans un premier temps entre les pancossiers, donc ce qu'on appellerait nos boulangers actuels, ceux qui font la pâte à pain et puis qui vendent le pain, et les fourniers qui la cuisent. Les fourniers à Toulouse doivent obligatoirement cuire le pain des pancossiers. Les pancossiers n'ont pas le droit du tout d'avoir de four. Et c'est quelque chose qu'ils vont essayer de critiquer pendant toute la période que j'étudie, mais sans qu'ils obtiennent gain de cause à aucun moment. Et quand le niveau de vie de la population toulousaine se met à progresser, on va dire, au cours du XIVe siècle, eh bien, on voit apparaître d'autres métiers. Les fougassiers qui vendent des espèces de pains de luxe, des fougasses, et qui au départ étaient plutôt rattachés aux pancossiers, et les pâtissiers qui passent de fabricants de pâtés et de plats traiteurs à quelque chose qui se rapproche un peu plus de ce qu'on connaît, avec une gamme de pâtisseries qui s'élargit de plus en plus au cours du XIVe et du XVe siècle. Il y a des conflits entre eux parfois. Alors, entre les pancossiers et les pâtissiers, il n'y a pas de conflit parce que les professions sont vraiment très différentes. Le pain, ce n'est pas la même chose que les pâtés et les gâteaux. Par contre, forcément, entre les fourniers et puis les pancossiers, il y a énormément de conflits parce que dès que le pain est mal cuit, les pancossiers vont dire c'est la faute des fourniers. Si jamais le pain a une couleur un peu bizarre, ils vont dire c'est ceux qui ont transporté le pain chez le fournier qui l'ont fait tomber par terre, donc il a pris la poussière. Quand on est en période d'épidémie, on pense que c'est dangereux de confier le transport de ces pâtes à pain à des personnes qui sont aussi chargées à la nuit venue de transporter les cadavres. Et donc voilà, il y a ces conflits récurrents entre fourniers et pancossiers, parce que les pancossiers disent si on le faisait nous-mêmes, ce serait quand même beaucoup mieux fait. Ce qui veut dire quand même que le contrôle sanitaire est très strict et très important. Ça veut dire qu'il fallait du monde pour surveiller, si je puis dire, et contrôler. Alors ça dépend en fait des professions. Il y a des professions forcément qui sont plus contrôlées que d'autres. Donc tout ce qui est le commerce de la viande va être contrôlé très tôt, dès le XIIe siècle. On commence à avoir le consulat qui se préoccupe d'empêcher que les bouchers vendent des viandes morveuses, lépreuses, scrofuleuses. Voilà, on a plein de termes comme ça. Ça augmente encore plus forcément avec les épidémies qui suivent la peste noire. Donc à la fin du XIVe siècle, on a vraiment des règles très très précises qui sont fixées pour assurer la qualité de ces produits.
Et ces règles, dans le domaine des maseliers, de ces bouchers spécialisés dans la viande de bœuf, de mouton, de porc et de veau, ça prend la forme de statuts de métier. Donc c'est des règlements qui sont vraiment propres à un seul métier et qui vont déterminer les conditions de production et de vente de la marchandise pour s'assurer que le consommateur puisse avoir une confiance totale dans les produits qui lui sont proposés. On a également des métiers qui sont réglementés, cette fois-ci de manière beaucoup plus lâche par voie d'ordonnance. Et c'est le cas par exemple des taverniers, parce que c'est un métier qui n'est pas forcément exercé par des professionnels. Et ponctuellement, on va avoir des règlements qui disent par exemple à la fin du XVe siècle, il ne faut pas mélanger de la crotte de chien, de la glaise, différentes substances au vin pour essayer de changer son goût, sa couleur, de mieux le conserver. Mais là, les contrôles sont effectués par des agents qui travaillent au service de la municipalité, qui sont présents sur les marchés. Par exemple, on a une halle au vin, on fait le marché en gros de vin. Donc là, on a vraiment des personnes qui contrôlent le vin vendu en gros dans la ville. Pour le vin vendu chez les taverniers, pas forcément. Et on a pour le cas des pancossiers, pour le cas des maseliers, tous ceux qui sont réglementés par des statuts de métier. Là, c'est des membres du métier qui sont élus bail chaque année, donc qui sont considérés comme experts dans la profession et qui se chargent de faire le relais d'une certaine manière entre les autorités et les membres du métier, à la fois pour s'assurer que les règles fixées par la municipalité dans les statuts sont bien respectées, mais également quand les membres de la corporation veulent obtenir quelque chose pour aller porter cette demande auprès des autorités. Justement, au niveau quand on regarde un peu la configuration, on a les marchés d'une part, puis après on a des gens qui ont leur maison, si je puis dire, dans laquelle ils peuvent commercer, et puis il y a l'étalage. Et donc tout ceci entraîne toute une série de professions et de rapports entre les gens qui demandent effectivement ce contrôle, puisque si on prend les métiers par exemple, je crois que c'est le bail qui fait passer l'examen, puisqu'il faut un apprentissage lorsqu'on décide de devenir, j'en sais rien, pancossier ou autre. Oui, alors sur les marchés, c'est les gardes assermentés de la ville qui font les contrôles. Et dans les boutiques, c'est vraiment les bails qui sont chargés de passer, vérifier la marchandise plusieurs fois par semaine. Et ceux qui travaillent dans ces métiers réglementés par des statuts doivent suivre une formation qui, dans les métiers de l'alimentation, va durer en moyenne entre 2 et 4 ans. Donc on a des règles qui fixent pour chaque métier quelle va être la durée légale obligatoire de l'apprentissage. Et ensuite, on a des contrats d'apprentissage où là, on voit les individus qui sont entrés en apprentissage dans ces métiers, combien de temps ils sont restés. Alors, c'est souvent le même nombre d'années que ce qui est prédit par la réglementation. Mais des fois, on va avoir des personnes qui ont déjà commencé, par exemple, un apprentissage auprès d'un autre maître et qui avaient arrêté cet apprentissage d'un commun accord. Donc ça, on le voit dans les contrats, et qui vont finalement aller se former auprès d'un autre maître, donc qui ont des contrats plus courts. Et puis des fois, on a des personnes qui sont prises comme apprentis beaucoup plus jeunes, et donc qui vont rester aussi plus longtemps en apprentissage. Mais par contre, un maître n'a pas le droit de débaucher l'apprenti d'un autre sans l'accord du premier maître, finalement. Donc c'est extrêmement contrôlé à ce niveau-là pour que on n'ait pas une personne qui, vers la fin de son apprentissage, quand elle commence à être un petit peu bonne dans son métier, un autre maître le récupère et que le premier n'ait pas le temps de toucher le bénéfice de la formation qu'il a donnée à cette personne-là. Et donc une fois que l'apprentissage est mené à son terme, on a un examen qui est obligatoire, qui est passé devant les bails et éventuellement d'autres experts de la profession, qu'on appelle des prud'hommes à l'époque, et dont on dit qu'ils sont justement experts. Et cet examen valide les compétences qui ont été acquises et qui font qu'à partir de là, le jeune homme, parce que c'est toujours pour des jeunes hommes qu'on a des contrats d'apprentissage à Toulouse, ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes, le jeune homme va pouvoir
éventuellement plus tard passer maître lui-même s'il le souhaite. Et si pour ça, il a l'argent nécessaire, notamment pour acheter une boutique. Et donc ces personnes-là qui sont en attente de devenir maîtres, on les appelle des compagnons. Et on a d'autres anciens apprentis qui, eux, savent qu'ils n'auront pas la possibilité de devenir maître plus tard, et ce sera des valets au service du maître comme travailleurs salariés. Et est-ce que les successions, si je puis dire, au sein d'un même métier, les maîtres, disons, c'était souvent la même famille ou ça pouvait évoluer ? Alors dans le cas des maseliers, on a vraiment une succession de père en fils qui se voit sur plusieurs générations, avec une famille où tous les pères, oncles, frères sont tous maseliers les uns après les autres. Et on a un groupe qui est comme ça vraiment extrêmement fermé, où on voit que les filles de maîtres épousent d'autres maîtres, épousent des compagnons maseliers. Donc ça reste vraiment à l'intérieur. Au contraire, quand on est sur le cas, par exemple, des Pencossiers, on est beaucoup plus ouvert. On n'a quasiment aucune dynastie, je pourrais dire, à Toulouse, de Pencossiers. Et puis, on a une ouverture plus grande en termes de mariage vers aussi d'autres professions liées au métier du pain et de la pâte, mais pas systématiquement. Donc, on n'a pas les mêmes stratégies, finalement, d'une profession à une autre. Alors, on a parlé de la viande, on a parlé du pain, il y a aussi le poisson et les légumes. Et au niveau du poisson, j'ai observé, et vous le dites dans votre ouvrage, que entre les moulins du Basacle et ceux de la Dorade, ils n'étaient pas toujours d'accord, et qu'il y a eu pas mal de procès. Et que la Garonne avait de multiples poissons. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors à l'origine, on a 3 groupes de moulins à Toulouse, et puis on a finalement un des groupes qui n'a pas réussi à, on va dire, tenir le nombre des années avec la baisse et puis la montée du régime de la Garonne. On s'est rendu compte que ces moulins, ils produisaient moins que les 2 autres des 2 côtés, donc ils ont disparu finalement. Et au niveau de ces moulins, on a des pêcheries en fait, c'est-à-dire que on met des filets dans lesquels on va capturer certains poissons qui sont très recherchés. C'est le cas notamment des saumons, des lamproies et des alos, qui sont des gros poissons qu'on appelle à cette époque-là des poissons royaux. Et comme les moulins, par exemple, du château Narbonnais, ils sont en partie détenus par des représentants du pouvoir royal, eh bien, il y a des conflits qui se posent entre les pêcheurs et les personnes qui possèdent ces parts de moulins, parce que normalement, ils devraient récupérer moitié-moitié chacun. Et en fait, les représentants des autorités royales mettent la main sur tout le poisson et les pêcheurs n'ont plus rien. Donc on a eu des procès à plusieurs reprises à ce niveau-là. Et puis ensuite, ces poissons, ils sont vraiment extrêmement importants pour l'alimentation quotidienne des habitants de la ville, parce qu'on a à peu près un tiers de l'année où la viande est interdite par l'Église. Et on peut la remplacer, suivant les périodes, plutôt que par du poisson, par des œufs ou du fromage. Mais quand on est au moment du carême, on n'a pas le droit du tout aux œufs et au fromage. Ce n'est que le poisson qui peut remplacer. Et donc pour ça, on va avoir recours à la Garonne pour le poisson frais. Et on va faire venir également du poisson salé, par exemple, de Narbonne, sur la Méditerranée. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour la ville. Et le poisson, en plus de ça, c'est considéré comme une denrée, déjà à l'époque, un petit peu suspecte, parce qu'on sait bien que ça peut pourrir assez facilement. Et on pense que si on ingère du poisson pourri, on va soi-même pourrir de l'intérieur. Donc, quand on a une épidémie, par exemple, la vente de poissons et de viande est extrêmement contrôlée, parce qu'on pense que c'est eux qui vont transmettre l'épidémie. En parlant des interdictions, d'ailleurs, et des interdits, et vous avez fait référence aux périodes de carême, notamment, ça devait être terrible, si je puis dire, pour les marchands de viande. Parce qu'il leur était interdit, je crois, de vendre de la viande.
Alors, il y avait quelques petites exceptions, par exemple pour les femmes enceintes, pour les malades qui avaient le droit à la volaille, pour les malades notamment. Mais c'est vrai que les maseliers ne pouvaient pas pratiquer leur commerce comme d'habitude. Mais après, c'est une période dont ils ont besoin aussi parce qu'il leur faut se fournir eux-mêmes en troupeau. Les maseliers, en fait, à cette époque-là, ils vont chercher des troupeaux jusqu'au fin fond des Pyrénées et du Massif central. Ils les convoient ou ils les font convoyer jusqu'à la ville de Toulouse. Et donc, il y a des moments dans l'année comme ça où il va falloir qu'ils aillent chercher des fournisseurs, des contrats. Et donc, on peut penser que c'est pendant le carême que c'est la meilleure période pour eux de le faire. Parce qu'on faisait rentrer les animaux dans la ville. C'est ça. Pour montrer qu'ils étaient en bon état, si je puis dire. C'est ça. Déjà, quand ils arrivaient de leur montagne, on les stockait, on les parquait autour de la ville. Il y avait des pâturages pour qu'ils puissent engraisser à nouveau après avoir perdu quand même pas mal de masse musculaire et de graisse pendant leur trajet. Et ensuite, ils étaient convoyés dans les bordes, c'est-à-dire les espèces de bâtiments à vocation agricole, des maseliers qu'on avait à l'intérieur même de la ville, plutôt du côté de l'enceinte bien sûr que dans les quartiers très centraux. Et on avait l'abattage qui se faisait juste à côté de l'étal du maselier. Et à la fin du XVe siècle, on a le roi de France, même dès la fin du XIVe siècle, on a le roi de France qui essaie, à la demande des capitouls, d'imposer qu'il y ait un abattoir spécifique pour la viande et qu'elle soit située à l'extérieur de l'enceinte. Mais ça n'a jamais été réalisé. D'une part, parce qu'avec l'habitude qu'on avait justement de voir arriver ces troupeaux sur pied, c'était un moyen de contrôler leur qualité sanitaire. Et puis d'autre part, il aurait fallu avoir des fonds suffisants pour pouvoir construire ce bâtiment-là. Et on ne les avait pas forcément non plus à l'époque. On les parquait comment, ces animaux ? Alors, est-ce que il y a des traces là-dessus ou pas ? Là, dans les sources que j'ai, non, on dit juste qu'il y a des pâturages qui sont vraiment dédiés aux maseliers, qu'ils possèdent des pâturages, qu'ils louent des pâturages. On les voit aussi acheter l'herbe de ramier, par exemple, louer l'herbe du ramier aussi. Mais après, on n'a pas plus d'informations sur la structure exacte de ces parcages. Alors il y a une catégorie qu'on n'a pas évoquée, qui est aussi les maraîchers, les ortolans, comme on disait. Alors moi, ortolan, ça me faisait penser à un ancien président de la République, mais effectivement, c'est pas ça. Donc, qui était très important, avec des gens qui allaient là aussi chercher. Il y a quelques cartes dans l'ouvrage, justement, qui montrent que les maraîchers avaient des terres qui étaient assez éloignées, au fond, de Toulouse. Il fallait aller vers la Barthe-sur-Lèze, par exemple, vers Castelnau-d'Estrettefond pour amener des légumes, parce que les légumes aussi avaient une importance assez forte dans l'alimentation urbaine. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà pas tous, mais une bonne partie de la population toulousaine possède des terres à l'extérieur de la ville. Et moi, j'ai essayé de montrer les cas suivant les artisans, qu'on en avait qui avaient des terres des fois très éloignées. Et sur ces terres, on va avoir aussi du blé, on va avoir de la vigne. Et les ortolans, eux, on va les trouver par exemple juste à côté de Saint-Cernin, soit à l'intérieur de l'enceinte, soit de l'autre côté de cette enceinte. Et on a des travaux d'archéologues, par exemple, qui ont mis au jour des puits avec un mécanisme de roue qui était utilisé par ces maraîchers, qu'on appelle aujourd'hui des puits à noria. Et donc, on a des traces comme ça de cette production de légumes. Les légumes, ils étaient aussi apportés par les paysans des environs qui venaient ravitailler le marché plusieurs fois par semaine. Et on a l'interdiction, par exemple, pour ces paysans des environs, de confier leur panier à un revendeur avant d'arriver sur le marché, pour éviter que le revendeur ajoute une petite plus-value, on va dire, fasse un bénéfice sur la vente de ces légumes, et que ce soit plus cher pour la population. Alors les légumes,
on en mange à tous les niveaux de la population, mais on ne va pas les manger dans les mêmes quantités suivant de quel côté de l'échelle on se trouve. Donc dans les repas des capitouls, quand on est dans les moments où ils font des très grands banquets, très ostentatoires, on n'a quasiment plus de légumes, parce que là ce qui est important finalement c'est la viande, c'est les épices, c'est les vins, mais les légumes c'est ce qui sert à faire plutôt les sauces, les accompagnements. Et par contre, quand on est plus du côté de la bourgeoisie ou de population plus modeste, bah là forcément la part de viande diminue et la part de légumes augmente. Mais on voit que les capitouls veulent se procurer aussi les meilleurs légumes possibles sur le marché. Et on a à un moment donné un repas où il est précisé par le trésorier que là, on a acheté des fèves qui étaient très chères parce que c'était le début de la saison. La fève est importante. Et oui, c'est un des légumes les plus consommés. La fève, le chou, le poireau et l'oignon, c'est vraiment la base. Et on fait énormément de ragoûts à partir de ça. Alors justement, si on établit des catégories, donc je disais en rigolant un peu au début, il y a ceux qui mangent rôti et ceux qui mangent bouilli, si je puis dire. On a évoqué les fèves. Si on compose un repas des capitouls, les jours où ça se passe bien, quand ils ne sont pas enfermés par les sergents royaux, si je puis dire, qu'est-ce qu'on a? Comment ça commence? Et qu'est-ce qu'on peut décliner? Alors ça commence toujours par le lavage des mains. Donc on a l'impression que au Moyen Âge, quand on regarde les films, souvent ils sont couverts de terre. Enfin moi ça me met toujours dans des états proches de l'hystérie quand je vois ça. Mais non, on commence par se laver les mains avec un mélange d'eau et d'eau de rose, éventuellement d'huile de lavande quand on arrive à la fin du XVe siècle, donc des produits très, très précieux. Et puis ensuite, il y a tout un cérémonial qui se met en place. On est sur un repas qui n'a rien à voir avec le service qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'il y a une succession en fait de services très très normés, à l'occasion de laquelle on va apporter à chaque fois sur les tables plusieurs plats en même temps de la même catégorie, et suivant la place qu'on a à table, on va avoir accès à plus ou moins de variétés parmi ces plats. Ceux qui sont dans la place centrale, c'est ceux qu'on veut honorer le plus. Donc à la table des capitouls, forcément, c'est les capitouls. Et plus on s'éloigne, moins on va avoir de diversité dans les plats. Donc en gros, il y a un premier moment, quand on a vraiment un grand banquet, là je vous fais le meilleur banquet qui soit. On va commencer par essayer d'appâter un petit peu les invités, les amener à venir à table. Et donc pour ça, on va d'abord déposer sur la table des saucisses, des fruits frais comme des griottes ou des cerises quand on est en été, en disant voilà, c'est le moment d'entrer à table tranquillement. On s'ouvre l'appétit avec ce qu'on appellerait un petit apéritif. Alors il faut savoir que le vin, on ne le boit pas tout au long du repas, mais on a tendance à le boire en début et en fin de repas justement, avec des vins qui vont différer selon les moments. Donc là, on est sur du vin tantôt rouge, tantôt blanc, tantôt indéfini. On s'en fiche un petit peu finalement. C'est pas comme aujourd'hui où on a cet accord mets et vin qui est vraiment très très important pour nous. Et puis arrive ensuite le premier service, où là, on a les serviteurs qui vont apporter en même temps sur la table tout ce qui va être lié au bouilli. Donc, on peut imaginer des plats avec du bœuf et puis du porc, enfin non pas du porc, excusez-moi, parce qu'à la table des capitouls, on en met très peu. Donc du bœuf et du mouton bouilli, éventuellement avec aussi des poules dans le même plat. On mélange toutes ces viandes ensemble, avec soit des choux, soit des poireaux, soit des fèves, suivant la saison. Et puis vient ensuite le deuxième service, qui là ne peut pas se retrouver ailleurs, on va dire, que sur les tables de l'élite, alors que le bouilli, on en a dans tous les foyers, c'est ce qui est rôti. Parce que là, il faut à la fois avoir des instruments de rôtissage, une cheminée, et puis il faut aussi avoir des produits de bonne qualité, parce que faire rôtir une pièce de viande un peu dure, c'est pas génial. Donc là, on va être sur plutôt de la volaille ou alors des viandes un petit peu jeunes, au printemps, de l'agneau, du chevreau par exemple, ou alors des poissons quand on est sur les périodes de carême, où on va avoir justement ces alos, ces lamproies, ces saumons qui sont rôtis. Et
Arrive ensuite le troisième service. Alors, je n'ai pas précisé, mais pour le deuxième service, vous avez une sauce qui est servie à part aussi, une sauce colorée. En général, on en a des vertes, on en a des oranges, des rouges, des jaunes, suivant les épices qu'on met dedans. Et puis au troisième service, là, on va être sur tout ce qui est les pâtés, les tartes salées, hein. Donc, où on peut des fois faire des prouesses. Donc, il y a certains de ces plats qui sont appelés des entremets parce que on a réussi à mettre soit des épices un petit peu plus chic, soit des viandes un petit peu plus prestigieuses, etc. Et le but, c'est que le cuisinier, à ce moment-là, il surprenne un petit peu les convives. Arrive ensuite le moment de la desserte, où on va avoir cette fois-ci des tartes sucrées, des pâtés de poire, des flancs aussi sucrés, éventuellement des fruits et puis du fromage. Dès cette époque-là, on aime au XVe siècle manger des poires avec du fromage, avec l'idée que... D'où l'expression. Voilà. Avec l'idée qu'en fait, le but de cette desserte, c'est un petit peu d'enclencher le processus de digestion. On pense à cette époque-là que la digestion se fait par une cuisson et que c'est l'estomac qui va cuire la nourriture qu'on a dedans et que c'est pour ça que c'est très important de respecter aussi cet ordre-là, parce que si on met les poires et le fromage en fin de repas, c'est bien costaud et donc ça va fermer l'estomac comme un couvercle. Et la cuisson va pouvoir se faire, en plus avec tous les épices qu'il y a eu avant, ça a bien réchauffé l'intérieur. Donc voilà, on ne les met jamais avant, sinon c'est vraiment trop indigeste. Et puis, comme on est dans un grand banquet, on va se faire des petites gâteries derrière. Donc, on va avoir l'issue où là, on va être avec des gneuls, de l'hypocrase, donc un vin à base d'épices, de sucre. Et éventuellement, on peut poursuivre encore les réjouissances dans l'après-midi, enfin ce qu'il en reste, parce que ça devait quand même durer longtemps. Et là, on va servir dans une autre pièce du vin et puis des épices confites qu'on appelle des confiments. Donc ça dure longtemps. Et l'objectif, c'est de montrer à la fois que on a les moyens de proposer les meilleurs produits, les plus chers dans de très grandes quantités, les moyens de divertir l'assistance. Il y a des musiciens qui sont présents, qui jouent de la harpe, des instruments à vent. Et puis, on va avoir des moments où on veut soit montrer qu'il y a une union entre les capitouls et les représentants du pouvoir royal, donc tous les membres du Parlement sont conviés à certains de ces banquets. D'autres moments où on va vouloir essayer de convaincre les notables de la ville de payer les impôts que le roi demande. Et donc, pareil, on les réunit autour d'un grand banquet pour discuter avec eux tiens, qu'est-ce que vous seriez prêt à payer ? Et puis, les moments où on a un sénéchal ou un commissaire royal qui arrive dans la ville et on se dit, si on se le met dans la poche, celui-là, au niveau des impôts, peut-être qu'il va faire un geste. Donc voilà un petit peu le cadre de ces grands banquets. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le réveillon, hein ? Vous avez un peu tout ce qu'il faut. Et chez le commun, ça se passe comment ? Là, on mange... Ça va plus vite, si je puis dire, le repas. Alors chez le commun, déjà on a beaucoup moins de sources. On n'a pas de livre de compte qui, pour les ménages normaux de la ville, permet de savoir ce qui a été consommé. On a quand même des sources sur un chantier du Bazac où on a procuré un repas aux ouvriers et on peut imaginer que c'était un peu le type de repas auquel ils étaient habitués. Et on a des sources qui correspondent à un collège d'étudiants, le collège de Périgord. C'est des étudiants pauvres qui jouissent d'une pension qui permet d'assurer leur entretien. Et on a là pour le coup des livres de compte. Sinon, il faut aller chercher du côté des inventaires après décès pour voir quels sont les instruments qu'on utilise pour les cuissons. Et ce qui va se retrouver chez tout le monde, en fait, c'est en effet ce qui sert à bouillir. Donc on a des chaudrons, ce qui sert à frire aussi, parce que le poisson, les œufs se mangent plutôt frits à cette époque-là. Et éventuellement, on va trouver de quoi faire du pain, parce qu'il y a beaucoup de foyers qui fabriquaient leur pâte à pain à domicile et qui allaient ensuite la faire cuire chez le fournier. Donc la base finalement du repas, c'est le pain et le vin. Ça, on en a chez tout le monde. C'est vraiment la base totale. Et puis dès qu'on peut, on va essayer de faire des plats, plutôt des plats bouillis. Et quand éventuellement on veut pouvoir consommer des plats rôtis, là on va se payer les services d'un pâtissier, d'un traiteur pour des fêtes, des occasions particulières.
Les fêtes, d'ailleurs, c'est souvent lors des sortes de, comment on appelle ça, lorsque les métiers défilent et se regroupent et se retrouvent. Donc c'est à ce moment-là qu'on a peut-être des banquets un peu plus importants, en quelque sorte. Et vous montrez aussi à travers, vous le dites dans le livre, à travers les inventaires justement que vous évoquiez tout à l'heure, on peut dire qu'au niveau des ustensiles de vaisselle, il y a des choses auxquelles on ne pense plus, si je puis dire. La fourchette est arrivée très tard, et les verres aussi. Oui, des fourchettes, moi j'en trouve pas du tout dans mes sources. On a des cuillères qui vont servir pour le service ou pour manger les bouillies. Sinon, on pique avec la pointe de son couteau et puis on mange ensuite. Il faut se dire que les mets sont découpés. En fait, la viande est découpée en petites portions qui permet justement de faire ce travail-là. Et au niveau des verres, on en retrouve sur la table des Capitouls qu'à partir du XVe siècle. Par contre, dans les inventaires après décès que j'ai étudiés, il n'y en a pas. Il y a éventuellement des gobelets en métal. On peut imaginer qu'il y avait des gobelets en bois, mais ils ne sont pas répertoriés parce que tout ce qui n'a pas de valeur intrinsèque ne mérite pas de figurer sur l'inventaire. On payait le notaire pour réaliser cet inventaire, donc plus ça allait vite, moins ça devait coûter. Donc voilà, on n'a pas du tout le même type de vaisselle qu'aujourd'hui. Pareil, on n'a pas d'assiette. On mangeait sur ce qu'on appelait des tranchoirs. Alors ça peut aller de la simple tranche de pain qui s'imbibe justement de la sauce, des plats, à un tranchoir en bois ou en métal sur lequel on va déposer les petits morceaux d'aliments qu'on va ensuite manger. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse aussi, parce que vous en parlez beaucoup dans cet ouvrage aussi, à la place des femmes, à la fois dans les métiers, car il y avait des métiers qu'elles ne pouvaient pas, auxquels elles ne pouvaient pas prétendre. Le rôle des veuves, très important, et puis les occupations qu'elles pouvaient avoir sur les différents lieux où s'échangeaient les aliments. Et peut-être les métiers notamment. Oui, alors on a des métiers pour lesquels on sait qu'ils sont mixtes. C'est le cas des métiers du pain, par exemple, dans les sources les plus anciennes, celles du XIIIe et du XIVe siècle. On dit systématiquement tous les fougassiers et les fougassières, tous les pancossiers et les pancossières. On va avoir ça avec également les vendeurs de poissons salés qu'on appelle les merluciers. On a merlucier, merlucière encore au XVe siècle. Donc il y a plusieurs professions qui sont ouvertes aux femmes et on a quelques contrats où on voit qu'on a des réceptions de maîtrise où on voit qu'il y a des femmes qui viennent s'enregistrer auprès des autorités, parce qu'on devait s'enregistrer pour pouvoir être maître dans certains métiers. Et dans quelques rares cas, notamment justement des pancossières, on a des femmes qui viennent s'enregistrer en tant que pancossières auprès de la municipalité. Et il y a une de ces femmes, on sait que son mari était notaire. Donc c'est pas du tout la femme d'un pancossier. Donc on a quelques possibilités. Par contre, si on est du côté des métiers de la viande, où on a à la fois le tabou de la violence et le tabou du sang qui est très présent, et la nécessité de développer des relations commerciales sur de très longues distances, on ne va pas avoir de femmes qui vont être maselières, par exemple. Et pour les épiciers, c'est la même chose. On n'a pas de femmes épiciers. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un épicier que j'ai pu suivre depuis la mort de son père, qui était lui-même épicier, jusqu'au moment où il est bien installé dans sa carrière. Et on voit que sa mère a une place extrêmement importante auprès de lui. Elle est là dans les cas où, par exemple, il faut qu'il embauche des servantes. C'est systématiquement elle qui s'occupe d'embaucher les servantes qui vont travailler ensuite au service du maître de maison. Et à côté de ça, on a aussi l'importance des femmes qui se voient dans la transmission que soit les veuves, soit les filles de ces artisans peuvent faire du patrimoine du maître, leur père. Donc on a des cas où on voit qu'on a une femme qui s'est mariée successivement avec plusieurs maîtres d'un même métier
et qu'il y a des disputes sur l'héritage qu'elle a transmis. Et on a aussi des femmes qui vont céder la moitié, par exemple, de leurs biens à leur mari pour pouvoir financer des réparations. C'est le cas d'un hôtelier qui est l'hôtelier à l'Auberge de la Couronne. Sur le contrat de mariage de sa femme, il est dit de manière extrêmement claire qu'elle cède la moitié de ses biens pour qu'on puisse en tirer 500 livres pour les réparations de cette hôtellerie. Et après ça, on a des femmes qui sont beaucoup moins favorisées, au contraire, des femmes qui travailleraient plutôt dans ce qu'on appelle l'économie informelle, qui vont poser leur tréteau à la sauvette dans les rues de la ville pour vendre leurs légumes et que les changeurs essayent de mettre hors de leur beau quartier parce que ça fait tâche quand même à côté des boutiques des orfèvres, et les capitouls qui répondent mais il faut peut-être essayer de faire un effort parce que c'est des pauvres femmes qui n'ont que ce moyen-là de survivre, donc on va les tolérer. Et à côté de ça, des femmes qui sont critiquées par les pâtissiers parce qu'elles font cuire de la viande d'oie dans la rue, et on dit attention, c'est impossible de certifier la qualité de ce qu'elles font, donc pareil, il faut les en empêcher. Et c'est là qu'on voit que justement les professions réglementées, elles utilisent cette réglementation pour défendre un monopole au prétexte de proposer une qualité irréprochable, ce qui est sans doute pas forcément toujours le cas. Mais on n'a pas gardé beaucoup de sources concernant la justice municipale. Et donc malheureusement, c'est un peu difficile d'aller faire des fois la part entre la norme et la réalité. Tout à fait. Alors, il y a aussi effectivement les jeux de pouvoir que vous montrez à travers les banquets, certes, mais qui sont aussi, qui transparaissent à travers la façon dont les métiers s'organisent et tout. Alors, comment se passe cette articulation entre le pouvoir comtal, le pouvoir royal, les capitouls? Est-ce que ça se passe plutôt bien, comme l'on dit, ou est-ce qu'il y a beaucoup de conflits, en quelque sorte? Ça oscille un petit peu entre des moments où ils vont être en conflit et des moments où, au contraire, ils vont s'appuyer. Donc, dans un premier temps, le pouvoir comtal, c'est lui qui fixe les règles dans la ville avec le conseil de ce qui va devenir les capitouls, qui sont là juste pour donner un avis. Et puis petit à petit, les capitouls se renversent la situation parce que soit le comte est absent de la ville, soit on arrive dans la croisade des Albigeois et c'est un moyen pour eux de dire on veut bien vous soutenir, mais en échange on veut plus de liberté, de circulation, des grains, du vin, de la population, etc. Donc il y a une négociation qui se fait comme ça entre le pouvoir comtal et puis le consulat naissant. Et on a au début, à la fin du XIIIe siècle plutôt, on a début du XIIIe siècle, on a une rivalité entre le viguier comtal qui voudrait pouvoir continuer à avoir un pouvoir fort sur la ville parce que c'est lui qui représente le comte, et puis le consulat qui est en train de créer ses statuts de métier et qui veut, en fixant les normes lui-même, dire c'est moi qui commande la ville. Quand la ville est rattachée au domaine royal, le viguier comtal est remplacé par un viguier royal, mais le roi étant beaucoup plus loin, il laisse finalement la gestion quotidienne, gestion de l'ordre public, police économique, entretien, etc., au consulat. Et les consuls font appel de temps en temps à l'autorité royale pour renforcer des décisions qu'elles ont prises. Quand il s'agirait par exemple d'essayer d'avoir des abattoirs à l'extérieur de l'enceinte, les consuls demandent au roi d'intervenir. Il envoie des mandements pour demander aux habitants de façon un petit peu plus, on va dire, symbolique. Attention, là, il faudrait vraiment prendre cette décision-là. Et par contre, quand arrive le Parlement, on est en 1444, donc Toulouse est la première ville de province à avoir une cour d'appel souveraine qui se fixe sur place. Et là, dans un premier temps, on va avoir une collaboration plutôt entre les consuls
et les parlementaires. Par exemple, quand il s'agit de fixer le prix de la viande, comme ce prix a tendance à beaucoup augmenter à la fin du XVe siècle, on met un prix maximum pour la viande de bœuf et de mouton notamment. Et quand les habitants de la ville ne veulent pas respecter, et surtout les mazeliers ne veulent pas respecter ce prix maximum, eh bien, on a les parlementaires qui font un arrêt pour confirmer la décision des capitouls. Et puis petit à petit, ils commencent à intervenir sans que les capitouls les aient sollicités, voire éventuellement à critiquer l'action des capitouls en période d'épidémie, par exemple, à dire que les contrôles qui ont été faits sur la viande ne sont pas suffisants et qu'il faut nommer des personnes qui vont en plus contrôler les contrôleurs, d'une certaine manière. Et donc, on a des litiges de plus en plus importants qui débouchent en 1531, c'est l'année où j'arrête mes recherches, en fait, sur un appel au roi pour que le roi vienne trancher, justement, de savoir qui a en charge la police économique. Est-ce que c'est pleinement les capitouls ou est-ce que les parlementaires ont le droit d'intervenir aussi fortement qu'ils ont tendance à le faire de plus en plus? Est-ce que vous avez rencontré dans la période que vous avez étudiée et à travers les documents que vous avez eus en main, des périodes je dirais, de révolte, d'émotion, comme on disait, comme on va dire plus tard, au XVIIe siècle, autour de l'alimentation. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de problème ? On a la municipalité qui utilise un petit peu ça pour justifier justement les règles qu'elle édicte, en disant dans les préambules des statuts de métier, après des plaintes de plusieurs habitants de la ville, nous avons fixé des règles pour que désormais les marchandises qui sont proposées par cette profession soient de qualité satisfaisante pour le bien commun. Mais après, on ne sait pas s'il y a vraiment eu plainte ou si c'est juste un prétexte justement pour intervenir. Ce qu'on voit à la fin du Moyen-Âge, c'est cette fois-ci, c'est plus des plaintes des habitants, mais ça va être des demandes des bails, des représentants des métiers qui veulent changer les règles et qui vont négocier avec les autorités pour essayer de transformer les règles suivant leurs besoins. Par contre, quand on a une épidémie, on n'a jamais d'informations sur est-ce que les gens se sont agités dans la ville parce qu'ils avaient peur justement de ne plus manger à leur faim. On n'a pas ce genre d'informations-là. Et au niveau du poids des métiers par rapport, je dirais, aux politiques, quelle est leur importance ? C'était ceux de la viande qui étaient les plus puissants ou ça n'est d'autres ? On a les pâtissiers aussi qui sont un peu à mi-chemin entre la viande et la pâte parce qu'ils utilisent la viande justement dans leur préparation. C'est un peu le métier de luxe, le métier puissant parmi les métiers du pain. Et donc on voit qu'en fait il y a certains métiers qui ont plus de poids auprès des autorités, qui arrivent plus facilement à obtenir gain de cause. Les pancossiers peuvent paraître aussi plus, on va dire, puissants que les fourniers, par exemple, parce que au début du XVIe siècle, ils réussissent à obtenir des consuls la possibilité d'avoir des fours qu'ils demandent comme ça depuis des générations et des générations. Et c'est le Parlement justement qui vient casser cette décision en disant non, dans les statuts, c'est écrit noir sur blanc, les pancossiers n'ont pas le droit d'avoir de four, la réglementation n'a pas changé, donc on en reste là. Et après, on a parfois des personnes qui, au contraire, ont un poids très faible par rapport au métier, qui réussissent à l'emporter parce qu'ils ont eu les bons arguments auprès de la ville. Donc là, c'est le cas des marchands de fromage. Donc le fromage, il est vendu au détail, normalement par les chandeliers de la ville, et les personnes qui sont étrangères au métier n'ont pas le droit de vendre de fromage au détail. Ils peuvent le vendre en gros, mais pas au détail sur les marchés. Et on a un Auvergnat qui, en 1466, se fait saisir tout son stock, toutes ses balances, etc., parce que il a voulu vendre du fromage au détail sur les marchés de la ville.
et il se défend extrêmement bien devant la justice. Ça remonte jusque à la justice municipale qui est saisie, et il dit mais écoutez, si vous voulez avoir une ville qui est bien achalandée, avec donc des marchés qui proposent beaucoup de choix à une population qui est très nombreuse, parmi laquelle on va avoir des personnes qui n'ont pas forcément des moyens économiques très élevés pour acheter des marchandises de luxe, ben vous avez intérêt à avoir beaucoup de fromagers comme moi qui viennent, parce que le fromage, c'est nourrissant et que c'est à la portée de toutes les bourses. Et donc, vous devriez nous laisser, nous les marchands étrangers, vendre du fromage au détail aussi sur les marchés, plutôt qu'obliger que ce soit seulement dans les boutiques des chandeliers qu'on s'approvisionne. Et les autorités urbaines disent, au bout de 3 ans, d'accord, c'est une bonne idée, vous avez le droit de le faire, par contre il faudra le vendre un peu moins cher que les chandeliers quand c'est dans ce cas-là. Et une quinzaine d'années plus tard, on va avoir certains chandeliers qui n'ont pas de boutique justement, donc on peut penser que c'est des valets, qui vont utiliser le même argument en disant mais les marchands étrangers, peut-être que ça suffit pas le fromage qu'ils proposent sur ces marchés, et donc nous aussi, on devrait avoir le même droit qu'eux et vendre également du fromage au détail au même prix sans avoir notre propre boutique. La municipalité accepte et à ce moment-là, on voit le nombre de chandeliers enregistrés auprès de la municipalité littéralement exploser. Leur nombre est multiplié par 3 dans les années qui suivent. Donc on voit que voilà, quand on a le bon argument des fois devant la justice, on peut y arriver. Peut-être une autre question avant de passer la parole à la salle, si vous en êtes d'accord, Clémentine, ou si vous voulez ajouter autre chose. Au niveau, c'est une question qui a trait à l'économie, au niveau de la fixation des prix, ça se passe comment ? Alors on va avoir pour la plupart des denrées le prix qui est libre, mais pour certaines qui sont plus, on va dire, sensibles, parce que vraiment qui jouent un rôle important dans l'alimentation des gens, on va avoir plusieurs stratégies qui sont employées. Donc, dans un premier temps, quand on est au XIIe siècle, le but, c'est d'éviter que les prix grimpent trop. On est dans une période d'essor démographique où on a besoin de garder des prix qui ne soient pas trop élevés pour la majorité de la population. Et comme l'offre a du mal à s'adapter à la demande, ils ont tendance à grimper vite. Donc on va dans un premier temps faire 2 choses. Soit limiter les bénéfices des vendeurs en disant qu'il faut qu'ils soient par exemple seulement de 1 denier par livre. Et sinon, on peut également, dans le cas du poisson, mettre un prix maximum sur les périodes où il est le plus consommé pour certaines variétés de poissons. Et c'est ce qu'on retrouvera aussi au XVe siècle dans le cas de la viande, au moment où la demande en viande à la fin du Moyen-Âge explose et où le prix de la viande se met à augmenter parce que la population, elle aussi, se remet à augmenter après la décrue liée aux épidémies. Donc ça, c'est une première façon de voir les choses. On évite aussi, je vous l'avais dit, qu'il y ait des revendeurs qui fassent artificiellement grimper les prix sur le marché. Et puis, quand on est dans le cas de l'huile ou du pain, on va avoir un système extrêmement complexe qu'on appelle un système d'échelle, où on va se référer au prix en gros, soit de l'huile en gros, soit des céréales sur le marché, pour décider de quel sera le prix au détail. Donc plus le prix de l'huile en gros est bas, plus le prix de l'huile au détail va être bas, et c'est fixé vraiment très précisément. Quand le prix est de temps à temps, ça doit être ça au détail, etc. Donc ça prend plusieurs pages. Et pour le pain, c'est encore plus compliqué parce que dans un premier temps, on décide que les gens paieront toujours le même prix pour le pain, que ce soit du pain blanc ou du pain bis, c'est les 2 principaux vendus par les pancossiers. Et donc forcément, si le prix des céréales augmente, ce qui va diminuer, c'est le poids. Et donc pareil, on a tous cette échelle de correspondance. Et puis arrive la fin du XVe siècle où là, la ville s'harmonise de plus en plus avec la législation royale qui vaut pour tout le royaume. Et là, on décide d'adopter le système parisien. Et c'est désormais le prix qui est fixe, non, je dis des bêtises, le poids qui est fixe, excusez-moi, et le prix qui va évoluer, avec une nouvelle échelle qui est recalculée comme ça. Et pour savoir justement calculer au plus près les choses, chaque année,
on va avoir ce qu'on appelle des essais de pain qui sont faits, ça on le retrouve dans pas mal d'autres villes médiévales, où on commence par noter le cours des céréales, donc du froment et puis du seigle sur le marché, et puis on regarde pour chaque opération qui amène à la préparation du pain, combien ça coûtera soit d'acheter les matières premières, le sel par exemple, soit combien ça coûtera de payer le pancossier qui fait le pain, le fournier qui le cuit, le bois pour le four, le peseur, etc. Et avec ça, on sait précisément comment avoir un prix qui à la fois ne s'envole pas trop et en même temps qui puisse quand même rémunérer suffisamment les producteurs. Donc c'est vraiment, voilà, et à travers il y a un règlement à Toulouse du XVe siècle qui explique justement toute cette opération. Et ce règlement, il est extrêmement intéressant parce qu'on voit vraiment comment on fabrique le pain à l'époque. On nous parle de comment on va moudre la farine parce que il faut avoir du grain, par exemple, qui soit pas trop jeune, sinon il va attacher. Donc quel type de grain on prend ? Suivant le type de pain qu'on veut faire, s'il faut moudre plus ou moins finement, parce que plus on moud finement, plus ça va prendre de l'eau, et l'eau s'évapore à la cuisson. Enfin voilà, c'est vraiment extrêmement précis. Bien, peut-être on va prendre quelques questions. On voit d'ailleurs à travers ce que vous venez de nous dire, et l'ouvrage que je conseille, et qui se lit très facilement, qui est bien écrit. C'est quand même quelque chose d'important. De bien écrire. Donc, il se lit très facilement. On voit que l'alimentation, c'est quelque chose de très politique. Et justement, à travers cet ouvrage, vous montrez bien comment, à la fois, à travers donc, cette alimentation, l'articulation avec les métiers et la pratique de la politique à Toulouse. On a là tout un tableau qui est vraiment, sur cette période, qui, je crois, fera date de mon point de vue. Il vous suffira de lever le doigt et je vous passerai le micro. Donc, qui commence, comme l'on dit. Bonjour. J'avais deux petites questions. L'une par rapport au contrat d'apprentissage. Est-ce que vous avez connaissance de nombre limite, peut-être, d'apprentis dans certains métiers ? Et ma deuxième question concerne l'entrepôt des aliments. Est-ce qu'il y avait des entrepôts collectifs ou alors est-ce que chacun avait son petit entrepôt ? D'accord. Alors, pour les contrats d'apprentissage, dans pas mal de villes, il y a une limite. À Toulouse, dans les métiers de l'alimentation, il n'y a pas de limite. Mais la plupart du temps, on a un seul apprenti à la fois parce que c'est quand même un énorme investissement pour le maître. Le maître, il a certes quelqu'un qui travaille gratuitement pour lui, mais il doit déjà lui inculquer son métier, servir de père pour lui. Donc, il y a tout un engagement moral et puis un engagement économique parce que il nourrit, il est blanchi pendant tout son apprentissage. Et on va même lui fournir également des fois des vêtements, les chaussures. Donc voilà, c'est pour un maître, ça peut être compliqué d'en avoir plusieurs à la fois. On a le cas des épiciers, où là, pour le coup, c'est différent, parce que déjà, l'apprentissage chez certains épiciers est payant pour l'apprenti. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour le maître d'en avoir plusieurs. Et puis, c'est un métier qui est quand même très rémunérateur. Donc, on a les moyens d'avoir, j'ai compté, je crois, jusqu'à 3 apprentis en même temps chez certains épiciers. Donc, voilà, là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, pour ce qui est du stockage de la nourriture, dans les maisons, on a des caves et des greniers. Donc, en gros, on entrepose tout ce qui est le vin à la cave, tout ce qui est les céréales pour que ça soit bien aéré au grenier. Et ceux qui ont des réserves chez eux, c'est ceux qui ont des terres, finalement. Et c'est pas le cas de toute la population. Donc on a des personnes qui ont énormément de réserves de vin à leur domicile, tout simplement soit parce qu'ils sont taverniers, soit parce que ils ont des champs vraiment partout autour de la ville et qu'ils pressent eux-mêmes leur propre vin. Merci pour votre présentation. Moi, c'est une question un peu accessoire. Vous avez des documents écrits qui sont vos sources, établis par des notaires, qui concernent donc essentiellement l'élite. Est-ce qu'à partir de là, on peut avoir une idée du nombre de personnes qui savaient lire et écrire à l'époque ? Alors là, non. Moi, personnellement, je suis vraiment pas spécialiste en plus de ces questions. Mais c'est vrai que
on a aussi le notaire qui va lire pour les personnes pour qui il fait l'acte. Donc on n'est pas obligé de savoir lire pour passer par un notaire. Mais non, sur la diffusion de la lecture, là, je ne pourrais pas du tout vous répondre. Oui, merci pour votre exposé. À propos des boissons, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'eau, d'où vient cette eau, comment elle est tirée, quelle est sa qualité, et également, bon, le vin aussi, qu'est-ce que c'est que le vin? Est-ce qu'on a une idée du taux d'alcool, etc. Et par ailleurs, à la fin du Moyen-Âge, on commence à distiller l'alcool plus ou moins pur, et donc l'eau de vie apparaît. Est-ce qu'on a des traces justement de cet usage et d'une de ses conséquences, c'est-à-dire le développement de l'alcoolisme? Et ce qui est vrai, enfin. Et oui. Alors, sur l'eau, on pourrait penser il y a la Garonne, mais alors la Garonne, il faut surtout pas y toucher parce que c'est là où on a tous les déchets à la fois industriels, d'abattage, des besoins domestiques, etc. Donc on a des puits en fait dans la ville. On a quand même pas mal de puits publics qui ont laissé d'ailleurs leur nom à certaines rues aujourd'hui. Et quand on regarde les statuts, par exemple, des fougassiers, je crois, et des pancossiers, on nous dit que ils ont le droit d'utiliser justement l'eau de ces puits parce qu'elle est considérée comme étant de bonne qualité, mais pour le reste, non. Alors après, l'eau n'étant pas vendue à cette époque-là, on n'achète pas forcément d'eau on n'achète pas d'eau pour la boire. Par contre, quand on a des banquets des capitouls, par exemple, on rémunère des porteurs d'eau qui vont amener l'eau, principalement, c'est indiqué pour les cuissons et le nettoyage, mais on peut imaginer qu'une partie de cette eau était bue. Malheureusement, les sources sont totalement muettes à ce sujet-là. Après, il y a des recettes qui disent qu'on peut couper le vin avec l'eau, donc voilà, on sait que c'était bu, c'était forcément bu. Mais en quelle proportion par rapport au vin, par exemple, ça, impossible d'y répondre. Après, pour le vin, c'est du vin qui est produit vraiment localement dans la région. On ne va pas faire venir du vin d'ailleurs. Il y a des régions où on produit du vin et on fait quand même venir du vin de Chypre, par exemple. Là, on n'a pas du tout ça. Et on a peu d'informations sur les cépages qui sont utilisés. On parle à un moment donné de muscadelle, par exemple. J'ai 2 ou 3 noms comme ça, mais guère plus. Et le vin qui est consommé à la table des capitouls, il coûte le même prix que le prix qui est fixé sur le marché. Donc on peut imaginer qu'il se fournissait vraiment comme le commun finalement des habitants. Et j'ai vu ça dans d'autres villes, je crois du côté de Libourne par exemple. Et enfin, le vin, on a, suivant les repas, ça va être soit on propose que du blanc, soit on propose que du rouge, soit on propose les deux. Ou alors, quand on veut faire quelque chose d'un petit peu plus prestigieux, on va proposer en plus de l'hypocrase, ce vin qui est bu soit en début, soit en toute fin de repas pour justement honorer les hôtes. Et pour ce qui est de l'eau de vie, moi je vois des alambics, des distillateurs à partir de la fin du XVe siècle. Et on sait donc qu'il y en avait dans pas mal de foyers plutôt parmi les plus riches, on va dire, de mes artisans. Mais après, on n'a pas d'informations sur l'alcoolisme à Toulouse, par exemple. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Avant de poser mes 2 petites questions, j'aimerais dire que j'ai entendu que la viande qu'on consomme maintenant donc en steak, ça a été c'est la recette qui vient de l'Angleterre, c'est ça? Parce que vous avez parlé de la viande bouillie. Donc aujourd'hui, c'est bon. On mange bien la viande mijotée, mais la façon de cuire le steak, ça vient de l'Angleterre. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et mes 2 petites questions, en fait, et comment la viande, justement, elle était conservée par rapport, c'est un aliment qui ne se conserve pas longtemps si on ne le met pas dans des chambres froides. Est-ce qu'il y en avait? J'imagine que peut-être pas. Et la deuxième question, donc, quelles sont les pratiques du Moyen-Âge qui nous sont restées par rapport, vous avez parlé donc des contrôleurs de qualité, donc je pense que ça vient peut-être du Moyen-Âge parce que ça existe ça existe aujourd'hui, mais est-ce qu'il y en a d'autres pratiques justement d'organiser tout ce qui est autour de l'alimentation
qui vit encore à nos jours. Merci beaucoup. D'accord. Alors déjà sur la viande, on hachait la viande au Moyen-Âge, mais c'était plus quand on voulait la mettre dans des pâtés, dans des tartes. Sinon, on allait soit faire des petits morceaux pour les bouillir, ou alors on allait au contraire garder des grosses pièces, par exemple une cuisse de mouton, une épaule de mouton ou d'agneau pour le rôtissage. Donc suivant en fait le type de préparation auquel on voulait aboutir, on n'avait pas la même façon d'apprêter la viande au départ. Et pour ce qui est de sa conservation, ça va dépendre en fait des moments de l'année, j'ai envie de dire. On a pour les règlements, les statuts de métier indiqué à un moment donné que quand c'est l'été, la viande elle ne peut rester qu'une journée sur l'étal. Par contre, quand c'est en hiver, elle peut rester jusqu'à 3 jours. Et alors, ce que des spécialistes de la cuisine, qui sont plutôt dans le domaine de l'archéologie, ont montré à travers notamment l'étude des cuissons, c'est qu'en fait, on va avoir souvent plusieurs cuissons qui vont permettre d'enlever les germes d'une certaine manière. Donc, quand on veut rôtir une belle pièce, on va avoir un premier stade où on va éventuellement enlever ce qui peut être un petit peu abîmé, un peu noirci sur le dessus. Et puis ensuite, on va faire un petit passage très rapide par l'eau bouillie pour justement un petit peu enlever ces germes. Et une fois qu'on a fait ces deux choses-là, là, on va pouvoir ensuite la rôtir. Donc, mais on n'a pas du tout de chambre froide, ça viendra à l'époque moderne. Et après, pour les pratiques qui se sont conservées jusqu'à nos jours, j'ai envie de dire, il y a certains plats peut-être, le pâté en croûte, les tourtes, tout ça, c'est des préparations qu'on adorait au Moyen-Âge, tout ce qui est les gaufres, les gaufrettes, voilà. Après, sur les contrôles qualité, forcément, ils faisaient avec les moyens de l'époque. C'est pas du tout les mêmes que nous aujourd'hui. Ils connaissaient pas les bactéries, ils connaissaient pas les microbes. Donc, ils essayaient de faire en sorte d'enlever tout ce qui pouvait être dangereux, mais sans trop savoir d'où ça venait des fois. D'autres questions? Oui, madame. Bonsoir, merci encore pour votre présentation. Moi, j'ai 2 questions. Est-ce qu'il existait le phénomène d'un producteur qui viendrait vendre et qui est de fait qui a aussi du coup cette compétence de boucher et tout ça? Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a des processus de mutualisation d'achat, de regroupement d'achat, que ce soit des métiers ou des consommateurs, c'est-à-dire en fin de chaîne? Alors, pour pouvoir vendre de la viande à Toulouse, il faut être enregistré comme maselier de la ville. Donc, quelqu'un qui, par exemple, a fait son apprentissage dans une autre ville, a commencé à s'installer comme maselier dans une autre ville, doit refaire un apprentissage à Toulouse pour avoir le droit de vendre de la viande sur place. Et après, les bouchers, il y en a certains qui vont élever directement des bêtes en passant souvent des contrats avec des paysans, et donc le paysan garde les bêtes sur son pâturage, est chargé de les nourrir, les entretenir, les soigner pendant 2 ans par exemple. Et au bout de ces 2 ans, le paysan va aller vendre les bêtes soit sur le marché de la ville, soit les donner au boucher, et ils partagent moitié-moitié le bénéfice qui est accompli comme ça. Et on a des bouchers qui vont se regrouper pour pouvoir à la fois investir dans des étals, et puis également pour louer ces pâturages. Et donc là, comme c'est quelque chose qui est très très développé, c'est aussi très contrôlé. On n'a pas le droit de s'associer à plus de 2 personnes, sauf si c'est avec un membre de la famille proche, où là on a le droit en plus d'inclure les frères, les parents, les oncles, ou les enfants, mais on n'a pas le droit de le faire avec plus de personnes que ça. Donc oui, dans ces cas-là, c'est extrêmement regroupé. On a aussi les épiciers qui ont tendance à s'associer, qui en fait, on va avoir un épicier principal qui va en employer d'autres, qui va aller se procurer la marchandise un petit peu, par exemple en Espagne ou aux foires de Champagne. On va avoir également des épiciers qui vont aller réseauter d'une certaine manière avec des épiciers dans d'autres villes un petit peu plus éloignées, par exemple des épiciers toulousains qui sont en lien avec des épiciers du Gers.
et qui vont Toulouse, c'est une plaque tournante finalement qui va réapprovisionner toute la région qui correspondra un petit peu à notre Occitanie actuelle finalement. Bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à remercier Clémentine. Appelée à lire et à faire lire, donc, À table au Moyen-Âge, son ouvrage. Vous remercier d'être venu. Vous souhaitez d'excellentes fêtes de fin d'année. Vous pourrez retrouver cette conversation dans quelque temps sur les podcasts d'Ombre Blanche. N'hésitez pas à les consulter. Et j'en profite pour remercier dans ce cadre-là nos amis de Radio, sans lesquels ces podcasts n'existeraient pas. Donc merci à tous, excellente fête de fin d'année, et d'ici une prochaine rencontre, portez-vous bien. Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre avec Clémentine Stuneau-Moncé autour de son ouvrage À la table du Moyen-Âge, édition PUF, enregistré à la librairie Ombre Blanche vendredi 19 décembre 2025 et réalisé et mise en onde par Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.